Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le projet de loi de finances 2025 poursuit son parcours législatif à la Chambre des conseillers après son adoption à celle des représentants, où il a fait l'objet de vifs débats et des amendements, notés 47 retenus sur les 540 proposés. Si les fondations du nouveau texte du budget s'inscrivent dans la continuité des deux précédents relevant du mandat du gouvernement actuel, avec de nouveau un budget d'investissement public record, quelles sont les priorités de ce projet de budget et comment répond-il concrètement aux besoins et aux doléances du citoyen, de l'entreprise aussi, petite ou grande? Après la réforme de l'IS et de la TVA, comment la réforme de l'IR portée par ce PLF compte alléger le fardeau du pouvoir d'achat? Cela suffira-t-il? Et en autre mesure, il y a l'emploi. Plusieurs milliards de dirhams sont débloqués pour stimuler l'emploi. Quelle gestion optimale sur le plan opérationnel pour un impact pérenne sur le chômage et sur les cotisations sociales également? Sans oublier les chantiers d'infrastructure et ceux à caractère social, nommément la protection sociale, la réforme de la santé et l'éducation qu'il faudra accélérer tout en maintenant un déficit soutenable. Comment? Je reçois pour répondre à cette question et à bien d'autres la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah. Bonsoir et merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, sur les hypothèses de ce projet de loi de finances, Madame la Ministre, sur quelle base ont-elles été établies? On notera que la valeur ajoutée agricole, par exemple, devra augmenter de 11% sur ces mêmes hypothèses. Bien. Alors, sur les hypothèses d'un projet de loi de finances, ce sont une méthodologie aguerrie, disciplinée et rigoureuse, qui nous permet de fixer donc ces chiffres. Nous tablons sur une croissance de 4,6%, qui se décompose, comme vous l'indiquiez, sur une croissance, on va dire, importante de la valeur ajoutée agricole pour les autres secteurs à 3,7%, ce que nous faisons déjà en 2024. Alors, sur l'hypothèse agricole, la règle est claire. Nous prenons une moyenne de la dernière décennie, on va dire. On ne change pas de thermomètre quand ça ne va pas, on le garde. Et je rappelle que sur les dernières années, nous avons eu des années très bonnes où on a eu plus de 110 millions de quintaux. Donc nous tablons sur 70 millions de quintaux, qui est la moyenne observée sur les 10 dernières années. Donc on est très confortable sur les 3,7 et la volatilité possible est sur l'agriculture, mais nous composons avec. Sur les autres sujets, le prix du gaz, l'effet de change, c'est pareil. Ce sont des références internationales utilisées par les plus grandes institutions. Voilà rapidement pour les hypothèses. Pour les hypothèses et pour les priorités aussi, Madame la Ministre, du projet de loi de finances, elles se déclinent en 4 axes majeurs. Il y a le renforcement des piliers de l'État social, il y a également la consolidation de l'investissement et de l'emploi, la mise en œuvre de réformes structurelles et la soutenabilité des finances publiques. Alors comment avance chacun de ces piliers, Madame la Ministre? Commençons par le chantier de la généralisation de la protection sociale. Et à ce sujet, le Conseil économique, social et environnemental vient de publier un avis sur autosaisine où il applaudit, ce Conseil, l'avancement de ce chantier de la généralisation de la protection sociale, mais relève tout de même que 23% des citoyens restent exclus du bénéfice de l'AMO. Très bien. Donc, je trouve déjà, et je salue le travail du CESE, c'est extrêmement important que les politiques publiques soient, on va dire, appréciées ou en tout cas revues régulièrement. On n'attend pas plusieurs années, c'est très bien. Donc, comme le dit le rapport, la généralisation de l'AMO, on peut dire aujourd'hui que c'est une réussite. On a en plus des 10 millions, on va dire, des salariés qui bénéficient à la CNSS, 10 millions de personnes à peu près dans Tadamone et un nombre important des travailleurs non salariés. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il reste une frange de la population qui n'est pas couverte, essentiellement, on va dire, dans 2 secteurs que sont l'agriculture et l'artisanat, et nous connaissons les causes de ça. Donc d'abord, continuer à sensibiliser pour que les gens s'inscrivent. Malheureusement, des gens ne vont vers l'assurance santé que quand ils sont malades. Donc, il faut dire qu'il y a une catégorie abordable pour chacun. Nous avons eu aussi on va dire, des conditions économiques qui ont mis en difficulté. Nous avons fait une amnistie l'année dernière et plus de 150 000 personnes en ont profité. Donc, c'est un chemin
qui continue, on réévalue les méthodes, les mesures d'accompagnement et l'appréciation de la situation. Ce projet de loi de finances, comme le veut la tradition démocratique de notre pays, a fait l'objet de débats au sein de la première chambre, de la Chambre des représentants. Et puis, il a aussi fait l'objet de propositions d'amendements qui ont dépassé les 500. Moins de 50 ont été retenues. Parmi les raisons évoquées par l'exécutif, c'est qu'il faut ne pas perturber l'équilibre du budget public. L'opposition aurait-elle des ambitions, Madame la Ministre, plus grandes que les moyens dont nous disposons aujourd'hui? Et cela fait aussi partie, n'est-ce pas, des piliers majeurs de ce PLF, comme les précédents, c'est de maintenir les agrégats macroéconomiques. Donc c'était important de maintenir le déficit au niveau sur lequel il est aujourd'hui. Écoutez, je pense que l'exercice est salutaire, il est extrêmement important qu'on soit à l'écoute des citoyens via les parlementaires. C'est pour ça que nous avons passé de longues heures à discuter tous les amendements. D'abord, oui, la construction du budget se fait sur des mois en priorisant et en ayant une ligne rouge qui sont les équilibres macroéconomiques. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés en disant nous avons mis une enveloppe à dépenser ou à investir et on ne veut pas bouger. Typiquement sur les 540 amendements proposés, beaucoup concernaient l'IR, des dizaines et des dizaines. Donc sur l'impôt sur le revenu, c'est une construction. On a eu une conversation partant de ces amendements. Et donc, ce n'est pas juste un exercice purement comptable de dire on les refuse parce que ça a un impact. Oui, pour certaines choses, on ne peut pas dépasser, mais c'est aussi un moyen d'expliquer, on va dire, la philosophie de ce PLF et comment il est véritablement impactant pour les citoyens et pour l'économie. Est-ce qu'on a aujourd'hui, à ce jour, une bonne visibilité sur les recettes et les dépenses pour l'année 2025 ? Oui, les dépenses, oui, on a une bonne visibilité puisque le Parlement nous donne une autorisation de la dépense. Donc, c'est ce que nous présentons. Sur la recette, je pense que nous avons démontré qu'on a une vigueur économique qui nous permet une confiance dans la recette. On a des réformes fiscales et douanières qui marchent. Et puis, sur les dernières années, nous avons surperformé, même en 2024, on va dire, nos prévisions. Donc, nous sommes confiants. On n'a pas une certitude sur la recette, mais je pense que le trend que nous avons observé jusqu'à présent, d'élargissement de l'assiette des recettes, nous permet d'être confiants sur la recette. Alors, ce projet de loi de finances s'inscrit, certes, dans la continuité, Madame la Ministre, mais dans le chemin de la concrétisation de ces réformes structurelles qui sont le troisième pilier de ce projet de loi de finances, quelles sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles apportent de plus, quels sont les plus et quelles sont surtout les priorités de ce PLF, contrairement aux deux autres où on complémentarité aux deux précédents de ce mandat du gouvernement? Bien, sur le PLF, nous sommes et nous l'assumons sur une continuité. Et c'est important, puisque nous avons un programme gouvernemental qui a été construit sur les orientations de Sa Majesté, sur, on va dire, une proposition de notre gouvernement. Et donc, il faut au moins 5 ans pour appliquer ce programme. Donc, on maintient nos priorités et bien sûr, on accélère où on ajuste ce qui... Donc, ce qu'on introduit, ce qu'on continue, ce sont les grandes réformes des établissements publics, c'est le sujet de l'eau, de l'éducation, de la santé, et d'autres sujets très importants d'actualité, donc la réforme de la justice. Sur la régionalisation, nous avons apporté quelque chose de très nouveau, très important, puisque nous augmentons la part de la TVA des collectivités locales, qui n'a pas bougé depuis les années 80, de 30 à 32%. Donc c'est une contribution importante où nous reconnaissons encore plus le rôle que les régions doivent compter, surtout que nous avons, on va dire, une trajectoire d'investissement et de développement importante qui doit se faire dans les territoires. Nous avons aussi une réforme additionnelle de la loi organique des finances qui va continuer, on va dire, d'associer davantage le Parlement sur beaucoup d'autres sujets, comme le financement des établissements et entreprises publiques non commerciales, les planifications sur plusieurs années. Donc c'est à la fois continuer des réformes de tous bords, mais se mettre d'accord sur le cadre
et l'horizon temporel sur lequel on avance. En parlant de la réforme des entreprises et établissements publics, Madame la Ministre, il y a la politique actionnariale de l'État qui a été adoptée en Conseil des ministres devant Sa Majesté le roi Mohamed VI. Si vous nous parliez du rôle ou de la répartition des rôles entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'agence qui gère les établissements et entreprises publiques, ainsi que la direction des entreprises publiques et de la privatisation. Très bien. Alors, ce qui a été validé en Conseil des ministres en juin, ce sont les orientations stratégiques qui vont être déclinées dans une politique actionnariale et nous avons bon espoir qu'elles soient approuvées dans le Conseil du gouvernement. Ce qui est très important, c'est que l'agence aujourd'hui a un rôle essentiel dans la gestion de ce portefeuille. Des entreprises commerciales, elles sont aujourd'hui au nombre de 57 qui dépendent de cette agence, donc elles ont une tutelle de l'État actionnaire. Donc, l'agence intervient comme un actionnaire qui dit voilà la vision, voilà la stratégie, voilà les organes de gouvernance, voici les investissements, les business plans, etc. La DEPP garde son rôle parce qu'il y a beaucoup d'établissements autres et publics et entreprises publiques qui ne sont pas d'ordre commercial, tous les groupes de santé territoriaux, toutes les universités. Donc c'est un rôle différent avec effectivement les mêmes principes. Une bonne gouvernance, une revue de la performance. Sur le ministère des Finances, nous sommes, avec cette agence, nous avons un peu dilué, on va dire, la tutelle, mais au bon sens du terme du ministère, puisque nous sommes dans les organes de gouvernance de l'agence, de certains de ces établissements. Nous travaillons pour élaborer cette politique actionnariale, mais nous avons mis de la distance entre nous et directement les établissements avec un organe qui protège, on va dire, les intérêts de l'État actionnaire, mais qui est ajusté, bien entendu, par rapport à toutes les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre dans ces mêmes entreprises. En parlant de politique publique, il y a de nouveau un investissement public record dans ce projet de loi de finances. Quelle distribution de ce budget, Madame la Ministre, en tenant en compte les priorités, notamment l'eau, par exemple? Très bien. Alors, c'est un budget d'investissement significatif. Donc, il y a à peu près 120 milliards qui sont directement dans le budget de l'État, 138 milliards dans les établissements et entreprises publiques, plus les collectivités territoriales, plus, on va dire, le programme d'El Haouz, etc. Donc, bien entendu, des gros investissements dans les sujets prioritaires. La santé, l'école et l'eau, 18 milliards de dirhams pour l'eau, où il s'agit d'accélérer tous les sujets de dessalement, qui sont une solution intermédiaire, mais également les barrages, les transferts d'eau. Donc, la priorité des priorités, pas seulement pour le secteur agricole, pour l'eau potable et pour tous les autres industries, tourisme et autres qui consomment beaucoup d'eau. Les infrastructures également, puisque nous sommes dotés de très belles infrastructures, mais il faut compléter. Donc, typiquement, Nador West Med, le port est fini, mais il ne s'agit pas que d'avoir un port, il y a la route à côté, il y a les zones industrielles. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est important, c'est que nous continuons les infrastructures pour arriver à cet impact économique et social qu'elles doivent véritablement apporter à notre pays. Donc, voici les grands sujets d'investissement. Donc, beaucoup d'infrastructures, le sujet social et l'eau. Pour les établissements et entreprises publiques, on a les gros sujets d'énergie renouvelable. L'OCP a un très, très beau projet également de l'énergie jusqu'à la transformation pour les engrais avec des augmentations de capacité très significatives. Donc oui, un programme d'investissement bien distribué sur les différents sujets, chaque fois qu'on peut bien distribuer sur les territoires également, qui devrait profiter également au secteur privé. Ça aussi, c'est important. Alors, si ça peut profiter au secteur privé, ça veut dire que le secteur privé peut aussi être associé aux projets d'infrastructure de l'État. Cela ne saura se faire sans les fameux PPP, les partenariats publics-privés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler que ces PPP ont atteint une bonne vitesse de croisière dans notre pays, Madame la Ministre ? Alors, les PPP sont une véritable solution pour cette trajectoire, pour accélérer les investissements, pour apporter de l'expertise, des financements. Ils ont marché dans beaucoup de sujets, dans le dessalement d'eau, c'est ce qui a fonctionné. Toute la production aujourd'hui d'électricité renouvelable se fait exclusivement en partenariat public-privé. Maturité
non, parce qu'on a l'ambition d'en faire davantage. Mais en tout cas, vraiment un cadre qui fonctionne, qui a apporté ses preuves et qui rassure les investisseurs nationaux et internationaux sur l'efficacité du modèle. Et donc, on espère pouvoir en faire davantage et s'ouvrir peut-être à d'autres secteurs que les pures infrastructures. Et si on parlait, Madame la Ministre, à présent de l'investissement privé, beaucoup de chefs d'entreprise nous regardent en ce moment. En termes de climat des affaires, qu'est-ce qu'apporte de nouveau ce projet de loi de finances pour améliorer l'acte d'investir et donner davantage, comme vous le disiez à très juste titre, davantage confiance aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, soient-elles petites ou grandes, nationales ou internationales? Très bien. Moi, je pense que ce qui importe aux investisseurs, c'est d'abord de voir le programme d'investissement qui est extrêmement intéressant, qui est diversifié. Et nous continuons donc à donner à cette visibilité. Ce qui compte également, c'est la stabilité, on va dire, des règles du jeu, et notamment la fiscalité, puisque souvent ils s'interrogent sur ça. Nous sommes en train d'appliquer la loi cadre fiscale, donc nous avons fait des très gros efforts sur l'impôt sur les sociétés, puis sur la TVA, et cette année sur l'impôt sur le revenu, donc ça c'est extrêmement important. Et nous opérationnalisons effectivement la charte d'investissement. Donc en 2024, on a approuvé un bon nombre de projets. Je pense que ce qui reste dans cette charte d'investissement, c'est le décret qui concerne les petites et moyennes entreprises, et nous avons bon espoir que dans on sait que beaucoup de chefs d'entreprise l'attendent, c'est normal, et nous espérons accélérer, on va dire, l'approbation de ce décret dans les prochaines semaines pour que cette frange qui est en dessous des investissements de 50 millions de dirhams puissent également être accompagnés dans leur transformation et dans leurs investissements. L'autre chose qui est importante, c'est que nous avons des stratégies sectorielles ambitieuses qui continuent à être déployées. Donc tout n'est pas capturé dans le loi de finances comme des mesures, on va dire, qui sont transversales. Il y a également la stratégie digitale qui est en train d'être appliquée. On a toujours Green Generation, l'industrie. Vous connaissez parfaitement toutes nos stratégies, on va dire, sectorielles, qui sont toujours en déploiement et qui créent des opportunités pour l'investisseur. Et qu'en est-il des autres mesures pour l'investisseur dans les objectifs stratégiques du gouvernement? Outre que le PLF, de manière beaucoup plus globale, un investisseur a aussi besoin d'accéder au financement. L'investisseur a aussi besoin surtout, vous avez parlé du digital, de moyens de financement innovants. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'exécutif pour encourager l'acte d'investir, mais aussi le back-upper financièrement? Bien, sur le financement, je pense qu'on a déjà des conditions de financement qui sont plutôt encourageantes quand on se compare, c'est extrêmement importante. Nous avons une épargne nationale, mais qu'on essaye, on va dire, de drainer davantage via l'encouragement d'autres moyens de financement que le secteur bancaire. Donc, par rapport au secteur bancaire, nous avons les formules de garantie qui marchent bien. Nous avons l'apport du fonds Mohamed VI avec Cap Access, qui est aussi un autre moyen d'accompagner les entreprises. Mais nous avons toutes les mesures d'encouragement pour aller vers le marché des capitaux, pour aller vers la bourse, pour drainer, on va dire, davantage de financement pour les entreprises. Alors, il y a, bien sûr, si on encourage l'investissement, c'est aussi pour encourager l'emploi. Absolument. Il y a un budget qui est destiné à l'emploi, Madame la Ministre, dans ce projet de loi de finances. On parle de plusieurs milliards de dirhams. Comment assurer une bonne opérationnalisation sur le terrain, à même de créer des emplois pérennes et donc de lutter contre le chômage qui a atteint un pic record l'année dernière, et aussi de driller davantage de cotisations sociales de ces emplois-là? Très bien. Effectivement, le chômage est une préoccupation et l'emploi est la priorité de notre gouvernement sur les 2 années ou un peu moins qui restent. Et le chef du gouvernement l'a clairement dit lors du bilan mi-mandat. Bien. Donc, nous avons consacré 14 milliards de dirhams dans ce budget sur plusieurs volets. D'abord, l'investissement. Parce que pour créer des emplois, il faut que des entreprises se créent, investissent et restent pérennes. Ça, c'est important.
une action toute particulière dans le monde rural, c'est quand même l'endroit où on a perdu le plus d'emplois. Donc, aider les gens à garder leur cheptel, on va dire améliorer les conditions de financement de la chaîne de valeur. Il faut que les populations dans le rural soient fixées et trouvent de l'emploi. Et surtout, préparer le capital humain. C'est extrêmement important. Donc, sur le capital humain, nous avons beaucoup de solutions pour accompagner à la sortie de l'université en adéquation avec les besoins de l'entreprise, préparer. Une mesure intéressante, par exemple, dans la loi de finances, il y avait des mesures qui étaient destinées juste aux diplômés. Aujourd'hui, les non-diplômés auront également accès aux programmes proposés par le gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de métiers, je citais tout à l'heure le tourisme, et beaucoup d'autres métiers où nous pouvons avoir des artisans dans la construction, un plombier, un électricien, qui ont besoin d'être formés à des nouvelles technologies, mais qui avant n'avaient pas accès au programme. Maintenant, ce que vous disiez à juste titre, c'est qu'il faut pérenniser ces emplois, mais il faut être conscient qu'il y aura des mesures court terme, parce qu'il en faut. Un investissement, ça met 4-5 ans, une usine à se créer. Donc il faut diversifier entre des mesures court terme, mais créer les conditions d'un emploi durable. Et je suis d'accord avec vous pour sécuriser ces emplois qui financeront également le système de protection sociale. Vous avez parlé de la réforme fiscale au tout début de cette interview, Madame la Ministre. Donc après l'impôt sur la société, le PLF 2024 s'est attaqué et attelé à l'impôt sur la TVA. Et c'est autour de la réforme sur l'impôt de l'impôt sur le revenu. Clairement, c'est le pouvoir d'achat qui est ciblé, Madame la Ministre. Est-ce que vous pensez que cette réforme va vraiment alléger le fardeau de la cherté de la vie du citoyen et de la citoyenne marocain? Très bien. Vous le disiez à juste titre, nous sommes en train, on va dire, d'arriver au troisième pilier de cette loi cadre fiscale. Nous avons consenti un effort extrêmement important dans ce projet de loi de finances, puisque juste ce sujet va coûter 5,5 milliards de dirhams, en même temps que le dialogue social coûte 20 milliards de dirhams. Donc c'est très rare qu'un gouvernement en même temps augmente significativement les salaires et octroie l'impôt sur le revenu. Oui, il va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, puisque, par exemple, plus de 80% des salariés du secteur privé vont bénéficier et être touchés par cette réforme de l'impôt sur les revenus, qui, en moyenne, représente 480 dirhams. Maintenant, est-ce que ça règle le pouvoir d'achat? Non. Mais c'est pour ça que ce n'est pas une mesure isolée. Il y a beaucoup d'autres mesures qui arrivent. On n'a pas parlé des aides directes qui sont importantes, qui touchent 4 millions de ménages et pour lesquels il y a 26 milliards qui sont engagés. Nous maintenons, on va dire, la caisse de compensation sur beaucoup de produits. Nous avons également enlevé les droits de douane et la TVA sur beaucoup de produits de première nécessité pour s'adapter avec le contexte. Donc, il faut que l'impôt joue un rôle dans le pouvoir d'achat, mais l'impôt avec beaucoup d'autres mesures directes de politique publique pour soutenir le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le taux d'inflation a vraiment baissé. Ça veut dire que les politiques qui ont été menées par le gouvernement, que ces milliards que nous avons mis sur la table, ont atténué significativement, on va dire, la hausse des prix qui est malheureusement, nous le savons tous, a été pour l'essentiel importée. On termine avec... parce que votre gouvernement a clairement des ambitions, c'est un État social. Mais en même temps, on défend les principes et les prérequis d'une économie libérale. Est-ce que les deux font bon ménage? Est-ce que les deux peuvent cohabiter, l'État social et une économie libérale? Ils doivent cohabiter et c'est possible. Je pense que nous, comme gouvernement, on nous a probablement étiqueté au départ en disant que nous étions essentiellement libérales. L'épanouissement, on va dire, d'une société ne peut pas se faire sans que les talents soient formés, soient en bonne santé, et c'est une véritable conviction. Il y a peut-être des gouvernements qui ont dit on prend le pari qu'on va tout mettre sur l'économique et qu'au final, on va en bénéficier. Mais il y a des populations qui ne peuvent pas attendre et qui ne doivent pas attendre. Donc c'est la responsabilité du gouvernement de mener en parallèle les deux sujets. Alors aujourd'hui, nous avons fait ce choix de financer l'accélération de cet État social parce que c'est l'économie qui va avoir besoin de ce capital humain. Et vous voyez bien, je pense que les résultats sont là, qu'on peut
compter sur l'intelligence collective, sur la solidarité, puisqu'il y a encore un impôt de cohésion sociale qui est là et qui aide aussi à financer la protection sociale, parce que même ces chefs d'entreprise savent qu'ils veulent des employés bien formés, en bonne santé, sereins, pour arriver, on va dire, à produire dans les meilleurs cas. Donc je pense que le temps est passé où on oppose les deux mondes, c'est les deux qui doivent avancer en même temps. Et c'est pour ça que notre gouvernement, sa responsabilité, c'est d'arriver à synchroniser les deux et à financer en même temps les deux pour qu'on arrive au développement économique et social que nous voulons pour notre pays. Merci beaucoup, Madame Merci la ministre Nadia Ftah. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci pour votre invitation. Voilà donc, c'était cet épisode spécial projet de loi de finances en compagnie de la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.